Bonjour à tous, il est question aujourd'hui du Grand Budapest Hotel, le nouveau film de Wes Anderson, qui est un véritable calvaire pour moi. Vous savez que j'ai déjà du mal à retenir 3 têtes d'affiche, mais alors là, avec tout ce qu'il y a, ça va être insupportable, donc je vais les lire, hein, tout bêtement, parce que sinon je n'y arriverai pas. Avec Ralph Fiennes, Tony Revolori, qui n'est pas très connu, qui a fait quelques rôles avant, mais qui est un des rôles principaux du film. Il joue Zero, qui est le lobby boy du film. Matthew Amalric, Adrian Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, oui parce qu'elle s'appelle Saoirse et non pas Ronan, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, j'ai eu un bug mais ça va. Owen Wilson, fait du monde. Et ce qui est un peu intéressant en plus, c'est que chacun a vraiment son petit rôle. Ils sont bien développés. C'est pas juste de la figuration, sauf un ou deux. Léa Seydoux, par exemple, n'apparaît vraiment que pour un tout petit rôle, une apparition de quelques minutes à peine. Mais voilà, c'est génial. Je vois vraiment pas quoi dire de plus. Je dis ça va encore faire 12 minutes. J'ai pas vu énormément de Wes Anderson, j'en ai vu plus que pour Jim Jarmusch, j'en ai vu un. J'ai vu Moonrise Kingdom qui était sorti il y a 2 ans, et celui-ci, et c'est vrai que j'arrête pas de me dire qu'il faut absolument que je le voie, parce qu'à chaque fois que je vois des images de ces films, et les balances de celles-ci m'ont fait le même effet, je me dis mais putain, mais ce mec a vraiment un truc, c'est la précision, le détail dans le chaos, c'est incroyable, c'est vraiment un mec impressionnant. C'est un univers extrêmement particulier. C'est une façon de cadrer, une façon de filmer qui est absolument unique et totalement géométrique et millimétrée, absolument incroyable. Tout un tas d'astuces, vraiment il y a pas plus de mise en scène que ça. Sur ce film-là, en plus, le montre vraiment. Les passages dans les années 30 sont filmés en 1/33, c'est-à-dire en 4/3, ce qui fait ça pour le format 16/9. Les passages les plus récents sont filmés en 16/9, ce format-là. Les passages dans les années 60 sont filmés en cinémascope, ce format-là. Donc il y a un format différent pour chaque période en fait racontée. Donc c'est ce qui a un sens à chaque fois. Il y a, pour vous parler un petit peu du sens, histoire de raconter des choses intéressantes. Dans les années 30, le cinéma se faisait en 1/33 uniquement. C'était le seul et unique format. Dans les années 50, la télévision est arrivée, adoptant elle aussi ce format de 1/33. Pourquoi? Parce que 1/33 c'est le 4/3. C'est parce que ça fait 1 sur 1,33. C'est plus long que... Bref. Le 4/3, c'était... La télé passait en 4/3 pour pouvoir diffuser les films justement à la télévision et avoir le même format. La télé se démocratisant, les gens commencent à arrêter d'aller au cinéma, donc le cinéma se dit il faut qu'on trouve autre chose pour attirer les gens. Et là, le cinéma invente le cinémascope. En vérité, il y a eu des tonnes de scopes, il y a eu des tonnes de façons différentes de faire du scope. Donc le scope, c'est ce format allongé, là, c'est le format des Star Wars, des Indiana Jones, etc., etc., et généralement des films d'action-aventure. Et puis, alors on a évolué, on est passé au 1,66 avec la nouvelle vague, et le Super 16 mm. En tout cas en France, mais pas beaucoup dans les autres pays. Et puis on est arrivé au 1,85 qui est presque le 16/9. Donc tout cela a un sens puisqu'en fait faire les scènes dans les années 60 en cinémascope, les années 60 qui sont justement l'arrivée de ce format, et le faire en 1,85 pour les périodes les plus modernes et qui est justement un format plus moderne et récent. Voilà du coup l'intérêt de ces changements de format. Il y a ça, il y a toutes les façons de tourner les plans, il y a un travail de la lumière dans ce film-là en plus qui est assez impressionnant. Il y a des passages comme ça où d'un seul coup la lumière change, mais de façon totalement libre. C'est-à-dire que la lumière change presque par rapport à ce que pensent les personnages. Sans que ce soit un effet... ça peut pas être un effet naturel. Dans une salle de restaurant, ils sont en train de parler face à face et d'un seul coup il y a toute la lumière qui s'éteint dans une partie, puis qui part en fondu, part en s'éteignant net. Donc bref, voilà. Vraiment une intention de mise en scène de lumière qui singe les émotions des personnages, donc qui est très intéressante également. Il y a un peu de stop motion. Ce qui est très drôle, c'est que par exemple tous les plans larges du Grand Budapest Hotel, il a fait des maquettes et de la matte painting, mais tel qu'on la faisait à l'époque, c'est-à-dire que c'est vraiment du verre peint. Le matte painting, c'est ça en fait. On adapte ça maintenant en numérique avec des trucs transparents. À l'époque, on peignait en fait sur une plaque en verre et c'était des artistes qui devaient faire des choses photoréalistes sur des plaques de verre et les garder la transparence pour mettre le reste de l'image dedans. Et il fait ça du coup pour le film. C'est assez criard, c'est assez évident parce qu'avec le numérique maintenant, ça passe plus du tout.
Avec l'argentique, ça passait pas des fois, mais il y avait beaucoup plus de chances que ça passe quand même. Donc, pareil, très intelligent au niveau de la mise en scène et de la réalisation. Il y a évidemment sa façon de filmer qui est incroyable. C'est tout n'est à base que de panoramiques, de quelquefois des travelling, mais extrêmement précis, des zooms. Une des rares personnes qui sait utiliser les zooms et qui le fait dans des situations extrêmement intéressantes et où ça marche extrêmement bien. Le film est très rythmé. Il y a ce fait justement que tous les plans soient très cadrés au millimètre, que les mouvements soient toujours soient extrêmement réfléchis. Ça apporte un rythme en plus à la scène, c'est-à-dire que non seulement il y a le rythme du montage, mais en plus il y a le rythme du cadrage qui vient s'ajouter à ce rythme-là, et du coup tout ça va très vite. Et c'est plutôt intéressant. Je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure je parle du film sans avoir parlé d'histoire. L'histoire est un peu compliquée. C'est un auteur qui raconte ce que lui a raconté le lobby boy du Grand Budapest Hotel, devenu directeur du Grand Budapest Hotel après une histoire qui s'est passée en 1930 avec l'ancien directeur du Grand Budapest Hotel. C'est assez compliqué. En gros, c'est en 1930, le gérant du Budapest Hotel avait les faveurs d'une de ses clientes, une vieille dame d'environ 80 ans, qui meurt et décide de lui léguer quelque chose d'une très grande valeur, un tableau. Et il va immédiatement se faire pourchasser par la famille de la vieille qui la détestait, mais qui veut absolument son héritage et récupérer l'argent. Et va donc tout faire pour essayer de lui nuire et garder l'argent pour eux. Ayant parlé de la réalisation de la mise en scène, les acteurs sont tous incroyables. Ce qui est dingue, c'est que même des acteurs qui sont connus pour être des acteurs, comment dire, il y a des acteurs qui s'adaptent à leur rôle, ce que généralement je trouve quand même être de meilleure qualité, et il y a des acteurs qui sont faits pour des rôles. Par exemple, c'est typiquement ce que je pense de Christian Bale. Christian Bale n'est pas un bon acteur, il y a des rôles qui vont à Christian Bale. Il y a des rôles dans lesquels il est bien, mais c'est pas parce que c'est un bon acteur, c'est juste parce qu'il sait jouer 2 trucs, mais on le caste pour ces 2 trucs-là, donc c'est bien. Le succès énorme étant Batman, qui caste les 2 trucs qu'il sait faire, c'est-à-dire le mec avec une voix rauque et le playboy connard. Donc, voilà, typiquement. Et même des acteurs comme ça, par exemple Jeff Goldblum, qu'on connaît pour son phrasé si particulier, sa façon de parler, on se souvient tous de lui dans Jurassic Park, mais dans tous les films où il y a toujours la même façon de parler, c'est devenu un jeu chez les critiques cinéma américains d'imiter le Goldblum quand il parle, parce qu'il a un rythme très saccadé, très particulier, je ne m'amuserai pas à essayer de le faire, mais voilà, et un mec comme Wes Anderson, qui a une vision extrêmement précise de ce qu'il veut aussi bien visuellement, dans le rythme, dans le cadrage, que dans l'interprétation, arrive à sortir ces gens de leur carcan, du rôle dans lequel ils sont toujours enfermés, et dont ils ne sortent quasiment jamais. Jeff Goldblum, dans ce film-là, n'a pas du tout son phrasé habituel, n'a pas du tout son rythme de parole habituel, n'a pas du tout sa façon habituelle de parler. Il la change complètement pour s'adapter à un autre rôle, et c'est vachement intéressant de voir ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Jeff Goldblum interpréter vraiment un rôle et jouer un rôle différemment que en tant que Jeff Goldblum qui joue un rôle. Ce qui est assez impressionnant et assez fascinant. Après, il y a tellement de têtes d'affiche au casting de ce film qu'évidemment, ils n'ont pas tous des rôles ultra importants et primordiaux à l'histoire, mais au moins, ils le jouent tous magnifiquement bien, et c'est vrai que c'est très intéressant et rafraîchissant à voir. En particulier, Ralph Fiennes, qui joue un personnage incroyable, qui, à la fois, en y repensant, ça me fait penser à Pierre Desproges. Le mec qui est capable à la fois d'avoir un langage extrêmement châtié, beaucoup de manières, très noble, très bien foutu, aucun rapport avec ce que je disais, très noble, très bien éduqué, très propre sur lui, et d'un seul coup balancer une insanité, un juron, un gros mot, une saloperie, un truc dégueulasse, s'énerver, taper des gens, etc. Donc c'est un personnage assez fascinant, assez cool à voir à l'image en fait. Il est intéressant à voir, il est passionnant à regarder. Et on s'y attache du coup extrêmement rapidement, extrêmement facilement. Je dirais que peut-être le personnage le moins élaboré, finalement, étonnamment, c'est Zero, donc le lobby boy du Grand Budapest Hotel, qui est résumé assez simplement en ce que il regarde Monsieur Gustave, donc que joue Ralph Fiennes,
Il regarde Monsieur Gustave avec des yeux pleins d'admiration et de respect, et qu'il il essaye de lui ressembler. On peut presque dire que c'est parce que c'est la grande tradition de Wes Anderson, et pour une fois son histoire ne parle pas de ça, c'est quasiment une figure paternelle pour Zéro, le personnage de Monsieur Gustave. C'est parce que Wes Anderson traite quasi exclusivement de ce thème-là. Je les ai pas vus, mais j'ai quand même lu le résumé. C'est principalement des histoires de famille avec des pères absents ou des pères un petit peu particuliers. Donc assez intéressant de voir pour une fois déjà un de ces films qui n'est pas sur la famille, qui est sur autre chose que la famille. C'est vrai que c'est original pour lui. Il n'a pas beaucoup fait, même si cet hôtel recrée une sorte de famille. Mais c'est voilà, petite touche d'audace en plus, assez bienvenue. J'ai vu le film se faire descendre par certaines critiques. C'est évident que Wes Anderson, vous l'aimez ou vous le vomissez. Vous ne pouvez pas rester indifférent à un style comme ça. C'est comme du Michel Gondry. C'est soit vous rentrez dans le style, soit vous rentrez dans le trip de ces plans millimétrés et de cette maîtrise parfaite, et en même temps de se laisser aller. Soit vous reniez ça en bloc, vous le refusez complètement et vous allez détester évidemment votre projection. Donc savoir si vous aimez Wes Anderson ou pas, regardez la bande-annonce, regardez si ça a l'air de vous intéresser, et je pense que vous pourrez déjà voir si c'est votre tasse de thé. Dernier petit point avant de vous quitter, peut-être est-ce le fait d'être omniprésent dans toutes les compositions de films. Je pense que ce mec doit faire à peu près 7 films par an, quasiment. Alexandre Desplat, dont j'ai toujours critiqué la platitude extrême des musiques et cette espèce de quête pour ressembler à ces grandes idoles du néo-hollywoodisme classique, John Williams, etc., Jerry Goldsmith. Il commence à faire des compositions, et il commence vraiment à être un bon compositeur, à être un bon chef d'orchestre, et à faire des bonnes bandes-son. Ça fait plusieurs films que je vois où j'apprécie grandement la musique du film, et celle du Grand Budapest Hotel en particulier. Elle est très intéressante et très bien foutue. Et je vois le générique arriver, je me dis merde, Alexandre Desplat, pourquoi j'ai aimé ça? Et en fait, bah oui, le mec progresse, comme quoi ça arrive à tout le monde, et il devient vraiment un bon compositeur. Vraiment, ça a évolué par paliers depuis 3-4 ans. Je pense que c'est depuis le dernier Harry Potter. C'est sa dernière composition, Mollason. Et après ça, il a commencé à faire des trucs vraiment intéressants et beaucoup plus travaillés, recherchés. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Et bah 12 minutes, 13 minutes à peu près. J'avais bien dit ça. Bon. Foncez le voir. Je pense que de toute façon, si vous aimez Wes Anderson, vous savez déjà que vous allez l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, vous savez déjà que vous allez le détester. Vous n'avez pas entendu mon avis. C'est con de dire ça au bout de 13 minutes. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.